BFM Business et Tech Co présente De quoi je me mêle avec Anthony Morel. Bonjour à tous, bienvenue dans De quoi je me mêle, votre rendez-vous tech préféré du week-end sur BFM Business, à la télé, à la radio, sur toutes les plateformes, sur YouTube, sur Spotify, Deezer, à consommer sans modération comme vous le souhaitez. On est ravis de vous retrouver pour décortiquer ensemble l'actualité tech de ces derniers jours. Alors vous l'aurez reconnu à la voix, c'est pas François cette semaine. François est en vacances pour quelques jours, on l'embrasse, il revient évidemment la semaine prochaine et donc c'est moi Anthony qui reprend les manettes, mais vous inquiétez pas, les habitudes ne changent pas. De quoi je me mêle, c'est parti. Deux parties dans l'émission, comme chaque semaine. Tout à l'heure, on sera avec l'ami Lionel Costa, responsable du labo Fnac, qui viendra avec du matos, du bon son. On va parler enceinte. Il nous a fait une petite sélection et il nous montrera tout ça. Mais avant cela, on a notre traditionnel club de la presse IT avec mes deux invités. Damien Licata, salut Damien. Salut Anthony, salut à tous. Journaliste tech au Parisien, un habitué de l'émission, régulier, hein, tu viens souvent nous voir. Toujours avec plaisir. Eh ben, on est ravis de te retrouver. Et puis Nico Guyot, salut Nicolas. Salut Anthony, salut Damien. J'allais dire journaliste, rédacteur en chef. Clubic. Voilà, chez Clubic. J'allais te faire baisser d'un échelon, mais non, quand même. Le vénérable Clubic qui va fêter ses 25 ans cette année. Waouh, ah bon? Ouais, on est quasiment le plus vieux médiathèque du marché. Génial. Il y a une petite fête qui est prévue, un truc Ouais, on verra avec les boutanches. On sera invité quand même avec Damien. Ouais, bon, j'espère. Bon, évidemment, avec vous deux, on va décortiquer, analyser l'actu tech assez riche cette semaine. Il y avait beaucoup de choses à se mettre sous la dent. Alors, il y avait évidemment le sommet de l'IA. On le débriefera tout à l'heure. Tiens, ce sera le petit bonus qu'on réserve à tous ceux qui nous écoutent en podcast parce qu'on a pas mal de choses à raconter. Damien, t'y étais, moi aussi. Nico, t'as suivi ça également. On va vous parler de Google aussi, à la Google I.O. On a déjà des infos. Ça, c'est en mai normalement, mai ou juin, je sais plus, je sais jamais. C'est fin mai. Mais on a déjà des petites infos sur ce qui est en train de se préparer. On va parler de Beats aussi. Beats qui nous a présenté cette semaine des nouveaux écouteurs avec des fonctionnalités médicales assez intéressantes. On les a en plateau. Damien a pu les tester. On va vous parler des 20 ans. Tiens, petite devinette d'un service. Alors, je ne vous dis pas si c'est un service, un produit, une application, mais c'est un anniversaire d'un truc dont vous servez absolument tous les jours, j'en suis sûr. On en parlera tout à l'heure. Avant tout cela, on va quand même parler un peu intelligence artificielle. Bon, c'était la grande thématique de la semaine. Le chat, les amis, Mistral AI, qui est un peu notre champion national, qui a enfin dévoilé et mis en place son application mobile sur Android et sur iOS. Donc ça s'appelle Le Chat. C'est un concurrent direct de ChatGPT, de Gemini, de toutes les IA génératives. On l'a tous testé et je voulais savoir un petit peu ce que vous en aviez pensé. Moi, je suis ravi qu'on ait un acteur français qui soit dans la course, qui propose un outil qui est quand même assez performant. Mais je voulais un petit peu avoir vos avis là-dessus. On va commencer avec toi, tiens, Damien. Je l'ai testé effectivement depuis sa sortie il y a une semaine pile. C'est un produit très intéressant qui reprend finalement les codes qu'on pouvait avoir chez ChatGPT. Ça ne change pas grand-chose dans le fonctionnement. Donc les gens ont eu un premier aperçu. Et là, effectivement, on plonge dans un produit qui va marcher beaucoup mieux en français notamment, parce que c'est une de ses principales fonctionnalités. C'est que ça va aller dans un degré de précision qu'on n'avait pas forcément dans la langue française, donc les francophones pourront apprécier. Et je trouve ça beaucoup plus réactif pour le coup que ChatGPT ou que d'autres services actuels. Donc je suis assez emballé par l'idée et effectivement il y a un petit cocorico à pousser, mais le cocorico on peut le pousser peut-être plus loin, on peut le pousser à l'échelle européenne parce qu'on a enfin un rival européen qui est capable de tutoyer tout simplement OpenAI et compagnie. Donc c'est bien, c'est un premier bel effort. Juste on va voir si ça peut durer parce que c'est un peu le challenge pour eux. Tu parlais de la réactivité, moi c'est ce qui m'a frappé aussi en testant le chat, c'est la rapidité à laquelle les réponses arrivent, c'est-à-dire le temps de latence. Il y a toujours un petit temps de latence sur ChatGPT et Gemini. Là c'est vraiment du tac au tac, moi ça m'a vraiment frappé. Oui, alors après même sur ChatGPT, ils progressent tous là-dessus. Tu sens que c'est le nerf de la guerre, la réactivité. De toute façon, après, il va y avoir les interactions vocales. Donc, en fait, il va falloir que ce soit ultra rapide. Donc là-dessus, ils sont à fond. Moi, j'aime bien, c'est une alternative. Comme toutes les alternatives, c'est toujours bien. Ça veut dire que globalement, le marché commence à s'enrichir. On a le choix. On ne pourra plus dire on est pieds et poings liés avec les Américains. Pieds et poings liés. On a vu ces dernières semaines avec l'arrivée de DeepSeek, ce que ça a fait sur le marché. Écoute, c'est bien tout ça. Un peu de concurrence. Et ça prouve que globalement, même si on est parti avec un petit peu de retard en France, on l'a vite rattrapé. Et surtout, l'initiative de Free,
on n'en a pas encore parlé, mais Free, en fait, qui va offrir le chat Pro, la version Pro, hein, la version comme vous avez ChatGPT Pro, Gemini Pro, etc. Donc la version payante à tous ses abonnés mobiles, du forfait à 2 € au forfait le plus cher. Ça, c'est hyper intéressant, hein. Ça veut dire que finalement, les opérateurs, ils se mettent à offrir un service d'intelligence artificielle comme on offre Netflix ou Spotify, quoi. C'est maintenant, ça fait partie des services additionnels dont les abonnés veulent et qui sont un argument commercial finalement auprès des abonnés mobiles. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on utilise tous ces assistants, pas uniquement pour réécrire des textes ou quoi que ce soit, mais pour poser des questions. C'est devenu des sortes de moteurs de recherche. Alors même s'il y en a qui sont beaucoup plus, qui ont été conçus de cette façon, comme Perplexity, on en reparlera. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'aujourd'hui, vous avez la moindre question sur sur le business, sur votre quotidien, sur vos vacances. Vous n'allez plus forcément dans Google, mais vous tapez votre question Oui. dans votre. On a deux solutions, soit on va sur Google, on tape 2 mots, Ouais. on a une réponse assez évasive, Mm. ou sinon si on va aller dans un vrai degré de précision, on a le chat, on avait ChatGPT, on a Mm. Perplexity AI, on a Ouais. plein d'options, Mm. et c'est plutôt logique que ce soit un opérateur qui fasse ça, parce que évidemment ça atterrit dans notre téléphone. Et je pense que ça va évangéliser le grand public à l'utilisation de l'IA en ayant un produit premium, parce que finalement on pouvait un peu toucher les limites d'un ChatGPT en gratuit, mais là on va rentrer dans le dur, on va avoir le meilleur du meilleur dans son téléphone. Ouais. Ouais, parce que ce qui est intéressant quand même avec Mistral, je trouve, parce que, enfin, Cocorico, moi j'aime bien, il y a un côté aussi patriotisme économique et technologique au fait de télécharger Mistral et le chat, et c'est pas un gros mot, je trouve que c'est cool d'avoir une alternative française, et surtout parce que jusqu'ici, tu sais, à chaque fois qu'on a des alternatives françaises, c'est un peu en mode dégradé. Il y avait Quant face à Google, on disait, ah mais si, utilisez Quant, c'est français, c'est génial. Ouais, mais sauf que Quant, c'est nul, quoi. Enfin, je veux dire, ça fonctionne pas très bien, c'est pas extraordinaire. On a eu Dailymotion à un moment face à Google, face à YouTube, qui était pas mal, mais qui a perdu la bataille à un moment, et puis bon, le service est plus du tout compétitif. Là, on se dit, il y a quand même un truc, quand on regarde les benchmarks, alors ils sont pas au niveau des meilleurs modèles de ChatGPT, hein, face à O1 ou O3, Oui. on n'est pas à ce On niveau-là. parle quand même d'un service gratuit qui est censé être à la portée de tout le monde, qui va évangéliser l'IA, parce que les gens ne connaissent pas forcément, et s'ils rentrent dedans, autant qu'ils rentrent avec un bon produit qui va les convaincre tout de suite. Mais en même temps, la contrepartie, si c'est gratuit, ça peut pas être le top du top. Bien sûr. Alors par contre, je rejoins Damien, c'est qu'en fait, pour les abonnés de Free, ce qui est génial, c'est qu'ils vont avoir le droit au modèle pro. Et là, tout de suite, on voit la différence entre les modèles gratuits et les modèles pro, hein, quel que soit l'éditeur de la solution. En fait, et ça va être top parce que en fait, il y a quand même 15 millions d'abonnés Free. Donc là, quand même, ils mettent le pied dans pour Mistral, c'est une des meilleures pubs possibles. Mm. Et je pense qu'en plus, il y a d'autres opérateurs qui vont commencer. On a Bouygues qui a signé avec Perplexity, Orange côté business qui a signé avec justement Mistral, Banque SFR. Moi, je trouve ça génial en fait. C'est-à-dire que tous les abonnés Voilà. mobiles, finalement, auront par défaut une offre IA Voilà. adossée à leur forfait. Voilà. Et jusqu'ici, là, on avait dans les téléphones, on voulait intégrer l'IA. Et là, je trouve bien, c'est qu'en fait, l'IA est intégrée avec votre abonnement téléphonique. Mm. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes vous êtes chez vous sur votre ordinateur, vous n'êtes pas forcément. Voilà, vous avez votre abonnement, vous pouvez vous connecter sur votre tablette. Vous n'êtes pas lié, c'est pas lié au téléphone. Tu disais que tu avais C'était- des petits chiffres sur les Oui, téléchargements alors, de le chat ou l'entreprise du sans- chat, je sais même pas comment on dit Le d'ailleurs. chat. C'est le chat, ouais, mais quand D'ailleurs, on dit- ils ont un peu du mal aussi à le vendre aux Américains, parce qu'il faut qu'ils Ouais. leur expliquent, on dit vraiment le chat. Ouais. Donc le chat. Le et ils chat. ont- Voilà, sauf que les Américains, ils disent le chat, évidemment. Donc c'est un peu plus dur à vendre. Ce qui explique peut-être un peu les chiffres. Sensor Tower est une entreprise spécialisée dans les téléchargements sur les plateformes. Ils m'ont donné les chiffres suivants. 680 000 téléchargements depuis la sortie jeudi dernier. C'était les chiffres qui étaient à date mardi. On peut dire que c'est pas mal, c'est un bon début, mais C'est pas quand foufou même non pas plus, hein. foufou. Et peut-être une des raisons toutes simples, c'est que c'est dur à trouver, par exemple, sur Android. Sur le Play Store, quand vous tapez le chat, vous ne trouvez pas. Absolument. Vous tapez Mistral, vous ne trouvez pas. Il faut taper le chat By Mistral. Ouais. Donc il y a un petit problème de référencement du SEO sur Android, ce qui n'est pas forcément le cas sur l'App Store. On le trouve tout de suite en tapant soit Mistral, soit le chat. Tu as tout Ça à fait marche tout raison. de Je pense qu'ils ont vraiment raté leur coup de ce point de vue-là, parce que moi, c'est pareil. Ce qui est dommage, Pourtant, parce que on est dans le parc, truc, hein. de téléphone en France, Bah, c'est Android finalement. Ouais. Et moi, c'est dans le pareil. monde entier aussi. Donc, Et si j'avais pas su, parce que je savais qu'elle était sortie, parce qu'on avait reçu le communiqué, puis j'ai vu des papiers, donc je savais, donc j'ai dû rechercher, mais tu as raison. J'ai dû me prendre 5 minutes pour trouver l'application, et je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont été dissuadés ça peut un par peu ça. limiter la croissance organique. À un moment, s'ils sont mal référencés, ils vont avoir un problème. Il y a plein de gens qui vont en entendre parler, mais ils vont être frustrés de ne pas pouvoir le trouver.
C'est Donc clair. peut-être qu'ils vont prendre l'alternative que va leur proposer le Play Store et ça se trouve, ce sera ChatGPT. Bon, et Ah puis il y a bah, des petites erreurs de jeunesse aussi. Enfin, je pense que, y compris sur la qualité des réponses, alors encore une fois, hein, pour un produit gratuit, c'est vraiment assez quali. Mais il y a quand même ce truc. J'ai retesté là juste avant l'émission pour voir si c'était pas une blague et s'ils avaient corrigé le truc. Mais non. Si tu lui demandes par exemple quel est le Premier ministre de la France, il dit toujours Gabriel Attal. Tu vois, donc il y a un petit souci, y compris d'actualisation, de mise à jour. Bon, voilà, Léger, il va ouais. falloir. Je pense que c'est des erreurs de jeunesse. Il va falloir qu'il s'améliore un petit peu. Ça va venir. Mais en tout cas, voilà, on a un produit français qui est très intéressant. Et Et on peut dire à nos auditeurs qu'ils ont jusqu'au 2 août 2025, quoi, jusqu'à cet été, pour pouvoir bénéficier de l'offre s'ils sont abonnés à Free. Ouais. Et moi, je vous conseille, hein, sincèrement, bon, alors faites gaffe au bout d'un an, parce que ça devient un payant et c'est 18 € comment ça s'appelle, l'abonnement L'abonnement, ouais. mensuel. Mais c'est quand même vachement intéressant, parce que là, vous avez un véritable outil, c'est gratuit. Foncez. Bon, en tout cas, clairement, Mistral AI et le chat, ça faisait partie des stars de ce sommet de l'IA. On parlait que d'eux. Arthur Mensch, le patron et le On l'a vu fondateur, on partout, l'a vu oui. partout, absolument. Et c'est vrai qu'il y a eu des démos françaises assez intéressantes. On en reparlera dans le petit bonus. Moi, j'ai été très impressionné aussi par Ibiki. Tu as vu leur IA de traduction instantanée là, par QTAI, le laboratoire de recherche français. Incroyable aussi, hein, ce truc. Hein, vraiment où tu... Et on revient à Bouygues Télécom. Si vous êtes abonné Bouygues Télécom, essayez Perplexity Pro, c'est génial. Moi, j'utilise maintenant quasiment que ça. J'ai remplacé Google. Google, il est en deuxième choix maintenant. C'est une super solution pour faire ses recherches aidé par l'IA. Donc, c'est un moteur de recherche dopé à l'IA et qui est vraiment bien foutu. Et quel avantage aussi de mettre en action le dernier modèle d'IA le plus performant. En Ouais. ce moment, par exemple, ils ont intégré DeepSeek Mm. dans la version open source, donc sans être connecté au serveur chinois, sans avoir les problèmes qu'on peut avoir, notamment géopolitiques. Donc, ils ont toujours le meilleur du meilleur. Et à un moment, ils avaient d'ailleurs Mistral. Mm. Et puis, ils ont basculé sur DeepSeek et peut-être qu'ils rebasculeront un jour sur Mistral. On peut choisir ses modèles en plus. Moi, ce que j'aime bien, c'est faire, c'est le réflexe journalistique, Ouais. tu sais, de vérifier, de recouper et tout ça. Mais quand je fais une recherche, c'est de faire la même recherche sur ChatGPT, sur Gemini, sur Mistral. Et puis je fais ma petite tambouille et je choisis ce qui est le meilleur. En fait, en général, j'aime bien faire ça. Mais Perplexity, là où il est bien fait, c'est que je pense pour l'utilisateur grand public, c'est un moteur de recherche. En fait, c'est une interface de moteur de recherche. Donc vous tapez, alors effectivement, vous pouvez lui raconter votre vie et ce que vous allez faire, etc. Il va vous répondre. Ce qui est très fort, c'est que ça anticipe les recherches suivantes. Ça vous suggère, tiens, vous avez cherché ça, mais c'est peut-être ça que vous cherchiez à l'origine, allez-y. Enfin... Et à la différence avec Google, c'est que vous n'avez pas 200 pages 200 blocs de publicité pour des produits. En fait, le problème de Google, c'est qu'ils essaient de monétiser, enfin rentrer encore plus d'argent, et maintenant vous voyez les résultats, vous avez quasiment plus que des sites marchands qui s'affichent dans les premières positions. Là, vous avez vraiment la réponse. Alors, souvent, Perplexity, ce qui est bien, c'est que globalement, c'est retourner sur Google pour avoir peut-être plus de précision une fois que vous avez trouvé le... Puis c'est assez bien sourcé, il n'y a pas trop de sources, mais juste le bon montant, et c'est vrai qu'il y en a 3 ou 4. Les conseils, on télécharge le chat, on télécharge Perplexity et on teste tout ça pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. On va continuer à parler indirectement d'IA parce qu'il y a une personnalité qui n'était pas au sommet de l'IA, mais qui était quand même, en tout cas qui a volé la vedette de l'événement, c'est Elon Musk. Alors Elon Musk, il nous a régalé cette semaine. Il nous a régalé. Il a trollé. Avec du troll, mais de très haute qualité, de très haut niveau. Hein, pour un troll qui est déjà professionnel, mais alors, bon, on l'adore. Hein, moi, j'adore Elon Musk. J'adore dans tous ses excès. Je pense qu'on s'ennuierait fortement dans le monde de la tech s'il n'était pas là. Et là, c'est vrai que cette semaine, alors il a trollé 2 milliardaires. Hein, il s'est pas fait. Voilà, il s'est fait plaisir. Donc Sam Altman et Xavier Niel. Donc dans des registres complètement différents. On va commencer par Sam Altman parce que c'est quand même le gros morceau. Donc Sam Altman, encore une fois, en plein milieu de ce grand sommet, de ce grand rendez-vous de l'intelligence artificielle. Elon Musk qui annonce les gars, on rachète OpenAI. Voilà, on met 100 milliards de dollars sur la table. OPA, comme voilà, ça. petite OPA, amicale, pas très amicale en réalité. Bon, qui veut nous raconter ça? Allez, vas-y, il a Damien. profité justement que Sam Altman était à Paris pour lancer une OPA de nuit comme ça, le prendre un peu de court en disant écoutez, finalement Sam Altman a altéré la vision d'origine d'OpenAI qui était une fondation qui n'était pas là à l'origine pour faire de l'argent. Du coup, nous, on va les attaquer et c'est en fait un nouvel épisode dans la croisade personnelle d'Elon Musk comme Sam Altman, qui était son meilleur ami, qui logiquement devient son meilleur ennemi. Donc voilà, nouvel épisode, on lui met un petit coup de pression et on remet en cause le modèle économique d'OpenAI, ça fragilise OpenAI, et forcément, qui ça va privilégier? Les solutions alternatives, je vous le donne en 1000, il y en a une par exemple qui est chez X, voilà.
Et faut rappeler que Elon Musk est l'un des cofondateurs d'OpenAI voilà, 2017, avec ouais. Sam Altman. Ouais. Ils ont un historique commun et qu'ensuite ça s'est dégradé au fil des années en fait. Bah oui, parce qu'en fait à la base ils avaient un objectif d'une IA à but non lucratif. Voilà, il y avait D'aller vers l'intelligence artificielle générale, Voilà. le produit le plus abouti, la vision de science-fiction, des deux geeks qui partageaient finalement une grande vision. Et à un moment, ils se sont séparés. Voilà, il y a eu Hors des grands groupes technologiques, voilà. l'idée c'était ça. Et bon, Elon, il a quand même mis 97 milliards dans son OPA, que c'était pas non plus une petite OPA. C'est en fait, si les actionnaires d'OpenAI, les associés de Sam Altman avaient craqué, parce que c'est quand même une entreprise qui est valorisée à 157 milliards aujourd'hui, mais 100 milliards maintenant, et quand on voit le nombre d'acteurs qui sont sur le marché, on peut se dire que globalement, il aurait pu être lâché, Sam Oui, Altman. on parlait de trolling, mais enfin là, Ouais, c'était quand même parce c'est- que c'était un consortium avec des investisseurs derrière. On va pas entrer dans les détails, c'est pas forcément le plus intéressant, mais en tout cas, il y avait une offre sérieuse derrière. Il y a une offre sérieuse et c'était limite un bon coup de poignard dans le dos, quoi. Ouais, En fait, c'est Sam Altman, il est en France, il dîne avec Emmanuel Macron et Apparemment, c'était pendant le dîner que Voilà. Sam Altman, Ouais. selon les indiscrets, il se Voilà. serait rendu compte du truc, il s'est éclipsé Voilà. pour aller écrire sa petite réponse parce Voilà. qu'il Alors, a répondu. la réponse, elle est fabuleuse. Le gars est quand même brillant aussi. Là, on a un bon client. Donc lui, il a carrément proposé de racheter Twitter, pas X, mais Twitter, pour 9,7 milliards. Donc un dixième de Voilà. l'offre Voilà. sur OpenAI. Ouais, En d'accord. disant, bon, écoute, voilà, t'es gentil, etc. Réponse d'Elon Musk, il l'a traité d'escroc. Bah voilà, bonne ambiance. Voilà, bonne ambiance. Voilà. Bon, on verra ce que ça donne cette histoire, mais c'est vrai que c'était assez croustillant de voir cette offre qui arrivait au milieu de nulle part, enfin qui a pris tout le monde par surprise. Et alors le deuxième trolling dont on voulait parler, qui est peut-être un peu plus léger, c'est celui entre Sam Altman et Xavier Niel. Alors qu'est-ce qui s'est passé entre Sam Altman et Xavier Niel? En gros, il y a eu une interview de Xavier Niel dans laquelle on lui demande d'Elon Musk, pardon. ouais. Voilà. On demande à Xavier Niel dans l'interview ce qu'il Oui. pense d'Elon Musk. Et qu'est-ce qu'il raconte? En fait, il dit que c'est sans doute le meilleur entrepreneur que la planète connaît actuellement. En fait, le meilleur sur le marché. C'est un gars mais par contre, sur le côté perso, que c'était limite un petit con, ou un petit, je sais plus Voilà, qui on va avait pas dit un prononcer petit- les gros voilà, mots parce que voilà. sinon on va se faire striker, Voilà, mais et ça commence par un CO Ouais. et ça finit Et par un D. RD. Hein, Voilà, donc voilà. Donc en fait, il dit, mais c'est dit gentiment en fait. C'est dit qu'en fait que globalement le gars, il est vraiment ultra doué pour ce qu'il fait et que effectivement tout ce qu'il a fait aujourd'hui sur le marché, etc. Parce qu'il a ce talent d'entrepreneur. Donc voilà. Mais par contre, le côté perso, tout ce qu'il est en Sa train de faire manière en ce moment, d'être, sa manière de traiter les gens, Voilà. bon, bah, Voilà, ça bah, répond bien. tu sais, Donc, j'irais plus loin vas-y. que vous parce que moi j'ai eu le même ressenti, c'est-à-dire je trouve que ça partait pas d'un mauvais sentiment et qu'en fait c'était presque un compliment mais avec une petite nuance à la fin. Donc il Ouais. dit c'est le meilleur entrepreneur du monde et il dit ensuite mais parfois ça peut Ouais. être un Voilà. voilà. Et en fait, ouais, il y avait un côté. En fait, ça a été mal traduit. C'était mal traduit et en fait, effectivement, il l'a pas traité de. Voilà. Mais il y avait un petit côté affectif dans le truc en disant bah ouais, il déconne un peu en ce moment. En fait, c'était ça, je pense que Xavier Niel voulait dire. Bon, ouais, là, il est un peu con en ce moment, mais voilà. Et alors, Elon. Sur la sulfateuse. Ah, la sulfateuse, il sort les dossiers de justice, Il accuse proxénétisme. En fait, il a récupéré tous les vieux dossiers de Bien Xavier sûr. Niel. Ouais. Il a balancé ça sur Je suis Twitter. sûr qu'il a demandé à Grok de lui faire une petite recherche. Même s'ils raison. se connaissent personnellement, je pense qu'ils ont dû se retrouver plusieurs fois avec des dîners, Mais soit à l'Élysée, soit dans d'autres lieux, mais ils doivent se connaître personnellement. Peut-être qu'il n'y a pas forcément une animosité, mais dès qu'on commence à l'insulter, lui, il est épidermique. Donc direct, il va aller chercher sur Grok. Et moi, c'est ce qui m'a un peu attristé dans cette histoire, parce qu'effectivement, il a sorti les dossiers. Alors, il faut rappeler d'ailleurs, parce qu'il le traite de proxénète, plus Ouais. ou moins, il faut rappeler que l'accusation de proxénétisme, parce qu'il y a eu un procès, a été levée contre Xavier Niel. Donc voilà, il a fait du Minitel Rose, tout ça, mais en tout cas, cette accusation-là, elle n'est pas avérée a priori. C'est un dossier qui a dit il y a 20 ans. Ouais, en plus, bref, c'est vraiment les vieux dossiers du passé. Mais ce qui m'attriste, c'est que je me dis, ces deux gars-là, ils ont tellement tout pour s'entendre, en fait. Ils sont vraiment sur la même longueur d'onde, globalement. Enfin, c'est quand même ces deux fous géniaux dans leur domaine, qui ont une capacité à troller le monde, qui sont complètement grands iconoclastes. mais parfois aussi, ils ont des réactions qui les dépassent et parfois ils ont des coups de sang, tout Mais simplement. la réponse de Xavier Niel est géniale. Alors, C'est vas-y. absolument génial. Bah, justement, la question, il attend en fait Elon Musk au Lidl. Voilà, ils l'ont Il a refait déjà le fait le Alors, coup du voilà. parking du Il a fait déjà le Lidl, coup, Alors voilà, pourquoi Octogone. faut rappeler la référence du parking du Lidl, c'est parce que avec un internaute, il s'était
un peu clashé, et donc il lui avait dit je t'attends sur le parking du Lidl, photo à l'appui. Et il y avait eu un événement à Marseille. Et en fait, il avait posté un tweet, Xavier, dans lequel on le voit en fait devant un Lidl, et il dit je t'attends devant le Lidl de je sais plus quelle rue marseillaise. Et donc en fait, ça avait fait tout un buzz. Donc là, il lui ressort ça. Sincèrement, mais j'ai rigolé quand j'ai vu ça. Il dit ça, c'est génial. Voilà, le truc, en fait, voilà. Troll contre troll, on les adore. Mais il y a un troll malin, et puis il y a un troll un peu bas du front, quoi. Tu vois, là, il est malin, il est rigolo, ça détend tout le truc, et ça finit le. Ça termine bien. Ouais. Et alors, celui qui a vraiment terminé, c'est Lidl, parce que Lidl, ensuite, le community manager de Lidl a répondu en disant nous appelons nos aimables milliardaires à ne pas se battre sur les parkings, ou je sais plus. Enfin, voilà, pas se battre sur les. Non, mais c'est vraiment. Xavier, il est hyper fort. Il est complètement méta. C'est-à-dire vraiment, il prend le truc, il sait qu'en faisant la référence, il va parler à sa communauté. Et voilà, c'est super malin, en fait, dans la communication, parce que c'est de la com, évidemment. Ouais. Et tu vois, tu te rappelles, il y avait eu un fight entre Elon Musk et Lecun. Yann Lequin. Yann Lequin, voilà. Et puis il y avait aussi la rivalité avec Zuckerberg. Il avait proposé de faire un combat de MMA. Il y avait des combats. Ouais, mais à chaque fois, c'était toujours dans le dur. Tu vois, là, c'était dans le dur. Là, ça s'est fini. Ça s'est fini assez vite, parce qu'en fait, je pense que la référence du Lidl. Déjà, je pense que Grok, il n'a pas compris en retour. Et après, il va dire ok, d'accord, j'ai compris que c'était. Il y a Lidl aux États-Unis, mais je pense pas qu'Elon Musk s'y est un jour perdu. Je suis pas sûr. Non, je pense après, puis il est passé à autre chose. Mais c'est vrai que la séquence était quand même assez amusante et assez croustillante. Donc voilà, on s'est pas ennuyé de ce point de vue-là. Bon, on va passer à la partie un peu hardware. Tu nous as apporté quoi là? Tu nous as apporté les écouteurs de Beats, dont on a pas mal parlé cette semaine. Tu les as pas en orange fluo là? Moi, j'ai vu la version orange fluo. Non, je pense que j'ai pris la version qui sera la plus vendue, certainement la plus consensuelle, le noir classique, donc toujours très efficace. Ça se porte plutôt bien pour courir, un bon maintien, mais la nouveauté finalement dans tout ça, c'est qu'on a mis, je ne sais pas si on le verra très bien parce que c'est pas allumé, en fait il y a des petits capteurs qu'on a déjà sur l'Apple Watch, qui sont maintenant les capteurs de base de n'importe quelle montre connectée dans le monde depuis 5 ans en gros, qui vont émettre une petite lumière LED verte qui va ensuite réfléchir, en l'occurrence sur mon oreille, sur les canaux sanguins, qui vont ensuite interpréter avec un retour de la lumière le débit du sang, et ensuite pouvoir du coup mesurer la fréquence cardiaque. Donc finalement ils ont miniaturisé ce qui existait déjà sur l'Apple Watch et ils l'ont mis dans des écouteurs. Du coup on peut partir du principe que si l'Apple Watch était fiable, ça devrait l'être aussi. Ok, tu t'as testé un petit peu ou pas? Bon, je suis pas allé courir encore avec, je l'ai reçu uniquement hier soir. Mais j'ai l'intention de le faire et j'ai hâte de le faire. C'est intéressant parce qu'on a vraiment cette notion que les écouteurs vont devenir de plus en plus des accessoires de santé. Il y a des fonctionnalités qui ont été ajoutées, notamment pour les aides auditives, déjà par Apple. Là, on a cette petite brique supplémentaire. Vraiment, c'est la tendance, quoi. Savoir comment on peut se différencier finalement, parce que tout le monde fait des écouteurs sans fil comme ça. Ceux-là, ils sont taillés pour le sport, mais Sennheiser a aussi fait ses écouteurs sport, qui incluent d'ailleurs aussi des capteurs de fréquence cardiaque. C'est pas une grande nouveauté, mais la différence, c'est que voilà, c'est sur un produit Beats, c'est vraiment très grand public, les gens vont pouvoir partir avec, c'est un produit qui est taillé pour le sport, donc ça a vraiment une utilité pour eux. Après, la question, c'est de savoir si j'ai déjà une Apple Watch, qu'est-ce que ça m'apporte d'avoir des écouteurs qui enregistrent ma fréquence cardiaque. Mais l'avantage aussi, il faut aussi équilibrer les choses, c'est que ça marche sur Android, donc si j'ai pas d'Apple Watch, ça peut mesurer ma fréquence cardiaque et m'apporter des réponses sur mon rythme, sur les efforts que je fais. Une application sur Android par contre pour que ça fonctionne. Voilà, c'est un peu ce truc. Bon après c'est des écouteurs à 300 € quand même, faut quand même dire. C'est pas, c'est Beats. Voilà, c'est pas le modèle d'entrée de gamme. Et c'est vraiment dédié au sport à la base, au début. Ça a commencé pour le sport, mais c'est vrai que c'est une tendance. De toute façon, les écouteurs, ils ont les capteurs, ils ont l'IA maintenant. Bientôt on aura la traduction instantanée où on pourra partager les écouteurs pour pouvoir avoir des traductions. C'est un marché qui se renouvelle bien en fait, je trouve. C'est plutôt. Je crois qu'Apple travaillait aussi sur des capteurs de posture pour voir si tu te tenais bien, et tu pouvais avoir aussi des indications sur est-ce que pour les problèmes de dos, ce genre de choses. Il y a aussi la rumeur des mini caméras dans les nouveaux AirPods. Ah, les caméras carrément. Ouais, des petites caméras, pour fumer à l'intérieur de tes oreilles. T'es pas lavé les oreilles. Il est temps de se laver les oreilles. Voilà. Monsieur, notification. Non, mais c'est vrai que oui, par rapport aux lunettes connectées, et voilà, ça permet d'avoir un capteur et de pouvoir filmer son environnement et d'interagir avec son environnement. C'est un ballon d'essai pour les futurs AirPods, non? Vous pensez pas Clairement, ouais, clairement. Et puis,
voilà, la technologie est maîtrisée depuis des années sur d'autres produits, donc ils se sont dit pourquoi pas le mettre dans ces écouteurs-là. Effectivement, les prochains AirPods Pro, certainement, devraient disposer de cette fonctionnalité. Et je trouve qu'ils sont vachement de plus en plus, ils assument de plus en plus Apple, hein. Parce que là, c'est de la puce Apple, c'est de la H2, Oui, bien etc. sûr. C'est clairement, hein, nous, on a carrément titré que c'était les premiers écouteurs Apple avec. Ouais, Voilà, bah, avec, c'est la voilà. réalité. Hein. Oui, Ouais, en absolument. fait, voilà, faut le dire, et je trouve que c'est très bien, c'est une très bonne approche. En plus, ce que tu disais, c'est que globalement, c'est compatible en plus Android, donc en fait, c'est un peu plus ouvert que les. Une fois, oui. C'est intéressant en tout cas de voir que tous les objets connectés de notre quotidien sont en train de se transformer en assistants de santé. C'est vrai pour les écouteurs, c'est vrai pour les lunettes, on en parlait avec les fonctionnalités par exemple d'aide auditive embarquée. Et c'est vrai aussi pour les montres connectées. Enfin, je veux dire, vraiment, c'est ce qui a fait le marché d'une certaine manière et qui a transformé finalement un objet qui était une sorte de podomètre amélioré en quelque chose qu'on a vraiment envie de porter. C'est le cas des Apple Watch notamment avec les fonctionnalités ECG, analyse de la saturation en oxygène du sang, etc. Et alors, en parlant d'Apple Watch, justement, alors moi, c'est l'article que j'ai préféré sur Clubix cette semaine, je t'avoue, vraiment. C'est ces gens qui portent l'Apple Watch non plus au poignet, mais qui la portent au pied, À la cheville. à la cheville. Alors, Voilà. faut que tu nous expliques. Alors, c'est pas de la mode. Ok. C'est parce qu'en fait, voilà, tout le monde se dit, mais c'est quoi cette mode absurde? Il porte son Apple Watch à la cheville. Ce n'est pas des gens qui sont comme Nicolas Sarkozy sous surveillance. Oui, bah moi je me suis dit Voilà, c'est ça. voilà, on va avoir c'est- l'impression que tu voilà. as un bracelet électronique. c'est le Voilà, problème. c'est pas un bracelet électronique, c'est en fait c'est une tendance. En fait, beaucoup de gens qui ont décidé de retirer leur Apple Watch du poignet pour la passer à la cheville, parce qu'en fait, ils se plaignent que les mesures sont incohérentes, notamment ceux qui font du fitness, du sport, trouvent que les mesures sont incohérentes quand on la porte au poignet. Sur les pas ou sur la fréquence Sur cardiaque? sur les pas et même sur les capteurs. Alors, il y a deux trucs. C'est que globalement, il y a un problème de bracelet qui est pas assez serré au niveau du poignet. Et après, il y a le problème ceux qui ont des tatouages ou des maladies de peau. Ah. Il y a moins ce problème, on a moins ce problème au niveau des chevilles qu'au niveau du C'est-à-dire du que ça poignet. fausse en fait le fait d'avoir un tatouage parce Voilà. que évidemment la montre elle va c'est quoi? C'est une lumière qui va analyser en empêche fait les capteurs, le ouais, flux LED, sanguin, Ça c'est ça? empêche les capteurs de fonctionner correctement, et en fait, ce qui rend les relevés de fréquence cardiaque Ah. complètement Et du coup, c'est plus aléatoires. précis à la cheville d'avoir. Alors oui, Le c'est débit sanguin plus c'est ce que précis. la tendance, en fait, en tout cas aux États-Unis, c'est une grosse tendance. Voilà, donc en fait, voilà. Et en fait, il y a dans le domaine médical aussi, où il y a beaucoup de gens qui portent leur Apple Watch à la cheville, pour la simple et bonne raison, c'est que tu n'as pas le droit de porter de bijoux, ni de Ah montre. oui. Donc voilà. Donc en fait, tout ça, en fait, ça Enfin, fait pour que regarder globalement. l'heure, c'est pas pratique quand même. Hein. Pardon, mais je Voilà. sais pas comment tu fais, mais Ah bah, tu lèves le pied. Hein, Ouais, voilà. franchement. Non, mais il y a toujours des horloges, voilà, Ouais. dans un hôpital, t'as toujours un moment. Mais bon, en tout cas, c'est assez rigolo. C'est C'est assez une marrant. petite tendance en fait qui ressort. Alors après, on peut la démonter en 2 secondes, hein, cette tendance. Hein. Il y a des bracelets, vous allez sur Amazon, il y a toutes les tailles qui existent, ou même chez Apple. Hein, ouais. Et on voit puis des- après, si tu veux, enfin, faudrait tester. Parce que moi, je serais intéressé. Pour le coup, moi, j'utilise des montres. Moi, je cours beaucoup. Et du coup, j'utilise des montres. Alors, c'est des Garmin pour le coup, souvent. Mais tous les coureurs savent que les capteurs cardiaques, notamment, Bah, sont pas précis. Enfin, je veux dire, c'est toujours. T'as toujours plus ou moins 5 battements par minute. il Ce faut- qui est énorme, en fait. Parce que si tu cherches à faire, enfin, je sais pas, du fractionné dans telle zone cardiaque, tu vas toujours être un petit peu en décalage. Donc, je serais intéressé de voir si effectivement les capteurs sont plus précis quand tu les portes Ah oui, au si pied. vous voulez une ceinture, moi personnellement, je vous conseille une ceinture abdominale Bien avec sûr. voilà. C'est C'est ce capteur que tout le cardiaque monde- au thorax, voilà, ouais, c'est ce que ouais, nous- bien voilà. sûr. Ou au biceps sinon, ouais, mais Ouais. ça marche aussi. Non, mais voilà. Et donc voilà. Après, voilà, je pense que c'est une tendance, c'est rigolo. En tout cas, moi, c'est vrai que globalement, nous, on a aussi beaucoup rigolé quand on a édité l'article. On s'est dit, Écoute, je C'est- tenterai ça à l'occasion. Damien, je sais pas si t'es chaud pour tenter la... Complet, on peut aller courir et puis peut-être se faire peut-être potentiellement insulter par les gens qui vont nous prendre pour des fous. Oui, Ouais. c'est ça. Oh, ce sera pas la première fois, hein, c'est la pas très question, grave. c'est que est-ce que tu mets les sais- chaussettes par-dessus tu sais, je suis par-dessus la Ah montre, non, ou, bah non, faut On va assumer. faire short par -2 et on va se balader C'est ça. avec Tu une sais, Apple on a Watch. assumé on avait testé tu te souviens le masque Dyson, Ah oui, là, Dyson. Ouais. complètement hallucinant, Ah, bah qui non. Les était gens nous prenaient Dark pour des Vador. fous. Ah bah là tout pour allait le bien. coup vraiment parce que il y avait un truc complètement zinzin quoi. C'était une espèce de masque Dark Vador effectivement qui devait filtrer l'air et en même temps tu avais du gros son. Enfin et ça s'allumait en plus en RGB. Et puis il y avait aussi le masque de gaming qui filtrait aussi Oui. l'air et L'air. qui s'allumait dans le métro. Les gens nous regardaient comme Ouais. des fous. C'est clair. Ça fallait l'assumer. Donc voilà, une fois qu'on a testé ça dans la On est rue, si plus tu à ça veux, près. la montre à la cheville, c'est pas très grave. On va parler. Ah bah voilà. Alors la devinette. Est-ce que vous avez trouvé? Oui, c'était pas très compliqué. Hein, les 20 ans de ce
service, de cette plateforme, puisque c'est de ça dont il s'agit. Donc c'est aujourd'hui, hein, c'est le vendredi 14 février, si je dis pas de bêtises. Donc on est en 2025, c'était en 2005, et donc c'était YouTube. C'était YouTube, évidemment. Incontournable. Fondé par Steve Chen, Chad Hurley et Jawed Karim. Alors, à l'origine, alors ça, je le savais pas. Je l'ai appris en préparant l'émission. C'était censé être un truc de petites annonces romantiques en fait à l'origine YouTube. C'est-à-dire que tu étais censé mettre des vidéos, tu sais, un peu comme les petites annonces d'Elise Moon, des vidéos de toi et puis essayer de communiquer avec les autres comme ça. Et puis ils se sont rendus compte que le modèle fonctionnait pas et donc ils sont partis sur ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire publier des vidéos de manière totalement libre. Et ça a connu ensuite le succès incroyable que l'on connaît avant d'entrer dans la galaxie Google, qui l'ont acheté pour c'était 1,6 milliard de dollars. On trouvait ça cher à l'époque. Une belle affaire, hein. C'était l'affaire du C'est siècle. vraiment pas cher. C'est vraiment pas cher. Non, parce qu'aujourd'hui, quand même, c'est quand même le premier média pour les Français de 15 à 49 ans. Ah, bien sûr. En fait, ils ne regardent pas, la télé, ils regardent. On regarde la bande passante mondiale, c'est essentiellement YouTube. Les vidéos, c'est. Ouais. Vous consommez beaucoup, vous, YouTube ou pas, les amis? Pour regarder l'émission en replay, évidemment. Déjà, ça c'est vrai. Ouais. Très bon point. Non, mais assez fréquemment, parce qu'en fait, là où ils sont très forts, Google, c'est que globalement, c'est si vous cherchez une vidéo dans Google, le premier truc qui tombe, c'est du YouTube. Hein. On va pas se mentir, on parlait de Dailymotion, c'est là où Dailymotion s'est un peu fait avoir. Hein. C'est que en fait, t'as pas l'appui de Google, c'est compliqué, quoi. Ça c'est vrai. Ça Voilà. c'est vrai. Non, mais là où ils ont été très très forts, c'est vraiment sur la façon de construire une communauté de créateurs de contenu, avec la possibilité de monétiser évidemment, des créateurs de contenu qui vont générer des choses qui vont être d'une qualité de meilleur en meilleur parce qu'ils ont les moyens de le faire au bout d'un moment. C'est vrai que les premières vidéos sur YouTube, c'était un peu cheap, voilà, c'était pas énorme. Maintenant, tu as des médias qui sont plus riches que des médias traditionnels sur YouTube, très très clairement. Et de te donner la possibilité d'aller voir des contenus mais d'ultra niche avec une très très grande qualité. Moi je consomme à titre personnel plus YouTube que Netflix par exemple parce que voilà, je me passionne pour plein de trucs. Tu vois, en ce moment par exemple je suis à fond sur les mecs qui collectionnent des cartes, des TCG, cartes Pokémon, cartes de basket et tout ça. Et donc je regarde des vidéos, des vlogs de mecs qui vont dans des conventions pour aller faire les meilleures affaires, acheter les cartes, les revendre ensuite et tout. Je trouve ça incroyable. Tu regardes du unboxing. Ouais, exactement, avec du unboxing et tout. Et en fait, tu te dis, il n'y a que YouTube en fait qui peut t'offrir ce genre de truc, quoi, avec des contenus hyper qualitatifs. Et t'en as mais des centaines et des centaines d'heures. Tu peux te faire plaisir. Il n'y a que YouTube parce que c'est devenu un carrefour d'audience. En fait, voilà, c'est qu'en fait aujourd'hui, si tu veux publier quelque chose, une vidéo en dehors de Facebook, TikTok, voilà, des réseaux sociaux bien particuliers, en fait, si tu veux vraiment publier juste une vidéo, c'est YouTube. En fait, tu publies la même sur Dailymotion, je pense que globalement, t'as pas les mêmes revenus. Hein. Non, c'est pas très conseillé. Voilà. Et puis surtout, ce qui est absolument génial aussi, c'est la facilité. Moi, ce qui m'a toujours bluffé sur YouTube, c'est comment t'envoies. Alors, il y a des gens qui font des super vidéos, des trucs hyper chiadés, mais pour le grand public, si tu veux mettre des vidéos de toi, voilà, en train de faire ce que tu veux, ça se fait en 2-2. Bien sûr, tu veux partager la vidéo de ton mariage, d'un événement, tu le mets, tu partages le lien par email ou par WhatsApp et tu te retrouves avec une plateforme fiable. Ça te prend pas beaucoup de temps à uploader, c'est plutôt pratique. Moi, ce que j'apprécie beaucoup dans YouTube, c'est qu'ils ont réussi aussi à évoluer. Pendant des années, ça a été la plateforme des petites vidéos. À un moment, ça a été aussi la plateforme alternative quand on n'avait pas d'abonnement en streaming. Et ben, on mettait YouTube, on mettait les clips et toute la journée, les gens y regardaient. Pendant très longtemps, il n'y avait pas forcément de pub qui venait interrompre tes vidéos, donc tu pouvais passer ta journée sur YouTube. Et c'est comme ça qu'ils ont réussi à captiver les gens. Quand TikTok est arrivé, ils ont évolué vers les shorts, ils ont réussi à changer aussi leur modèle. Donc après ils ont les moyens, ils ont Google derrière évidemment, donc ils peuvent capter les dernières tendances, mais c'est quand même un produit qui vieillit bien. Après c'est vrai que je regrette le bon temps où il n'y avait pas de pub ou très peu de pub, où Google était dans l'optique, on va essayer d'avoir le plus d'utilisateurs possible, donc de rendre l'expérience d'utilisation la plus agréable possible. Et là, petit à petit, tu as eu la pub et de plus en plus de pub, il faut être honnête. La pression publicitaire, elle est quand même terrible. Je crois que c'est pas plus tard qu'hier soir, j'ai regardé des bandes annonces, et c'est devenu insupportable. Et en fait, première bande annonce, donc 5 secondes, 10 secondes de pub, pas, quoi. Au bout de 5 secondes, on peut les zapper.
Et à chaque fois, après, ils t'en rajoutent et c'est de plus en plus long, et c'est de plus en plus long, et c'est de plus en plus long. Et sincèrement, Et puis Adblock, pour pas leur faire la pub, ça marche de moins en moins, surtout sur Ah, YouTube. bien sûr. Non, mais après, moi, Maintenant, j'ai jamais utilisé Adblock. Moi, je pars du principe que bon, bah, il y a des créateurs de contenu, c'est normal aussi de les rémunérer. La pub, ça fait partie du modèle. C'est peut-être parce qu'on est journaliste et que du coup, c'est aussi non, mais comme ça qu'il qu'on est y ait financé. de la pub. Je trouve ça normal. Mais c'est vrai que là, maintenant, tu te tapes 2 pubs de 20 secondes Voilà, pour non, regarder c'est une vidéo. voilà, c'est la pression c'est un peu lourd, quoi. publicitaire, c'est pas le fait qu'il y ait de la pub, c'est juste que globalement, tu sens que Google, ils sont en ce moment en train de rechercher des entrées financières, quoi, voilà, des entrées commerciales. Ils l'ont fait sur Google Search, il y en a de tous les côtés. Ben là, c'est pareil sur YouTube. Et je trouve ça un peu dommage parce que là, ça va trop loin. Puis c'est toujours les mêmes Ouais, pubs. Moi, c'est ça voilà. qui me rend fou. Et je me dis, même du point de vue des marques, Mm. je suis pas sûr que ce soit si efficace. Là, en ce moment, c'est une pub pour moi. Enfin, je sais pas, après, c'est personnalisé, mais c'est une pub pour l'assurance vie que j'ai. Mais à chaque vidéo, j'ai cette pub pour l'assurance vie. Mais j'ai dû la voir, mais je sais pas, 1000 fois, tu vois, sur ces 2 derniers mois. Je n'en peux plus. Jamais je tu ne vas prendrai craquer. votre assurance vie. Je Mais vous le si, dis. si, tu vas craquer. Ah non, mais c'est franchement. complètement contre-productif. Ah mais c'est alors. ça, vraiment, Ouais, tu vois, il faut- c'est comme quand on était petit, bah non, toi tu dois être trop jeune, je pense, peut-être ta merde. C'était les pubs Juvamine, tu te souviens où Oui, ils passaient, Juvamine, et ouais. ils passaient 5 fois la même pub Ouais. de suite, Ouais. tu sais, et t'étais, mais attends, Ouais. mais ils sont fous en fait, les mecs. Après, c'est efficace Ouais, parce que c'était, ouais, ils tu t'en martelaient. souviens. Ils J'ai jamais martelaient. acheté de la Juvamine. Voilà. Mais, ouais, moi aussi, ça m'énerve. Ça existe encore. Je sais pas si ça existe encore, On les mais bon. embrasse. Non, voilà, et puis ils évoluent, ils ont sorti les shorts. On a un peu rigolé quand ils ont sorti les shorts sur YouTube. Ça s'est un peu réchauffé, mais ouais, bon, c'est un c'est peu obligé de le réchauffé, faire. mais progressivement, ils y arrivent. Ouais, ça marche bien, Voilà. ça marche bien. Donc ouais, non, mais voilà, joyeux anniversaire YouTube. Je vais continuer à consommer du YouTube, même s'il y a des pubs, mais c'est vrai. Alors après, on peut prendre l'abonnement payant aussi, et là, on Bien a plus de sûr. pub. Mais Ouais. bon. Et on a oublié un truc aussi, c'est que quand même, 20 ans de contenu, ça commence à faire beaucoup. C'est-à-dire, en fait, ce qui est génial, c'est qu'on retrouve des trucs de temps en temps, on se fait, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et en fait, juste parce que ouais, c'était une vidéo qui était postée il y a Les ovnis 15 de ans, l'époque, ouais, bien sûr. 10 ans. Absolument. Puis, un dernier point, c'est que YouTube, ils ont accumulé de la vidéo et du coup, maintenant, Google peut utiliser ces vidéos-là pour alimenter ses modèles d'IA. Donc, c'est aussi un truc qui s'auto-alimente. Et un dernier petit cocorico, les équipes de Google en France ont beaucoup contribué à améliorer YouTube. Donc, ça a aussi permis de créer des experts et de la technologie ici à Paris. On a raté Dailymotion, mais on a alimenté YouTube. Bah, Bon, voilà, je sais pas c'est si faut déjà s'en pas mal. réjouir. Et Dailymotion aurait été racheté par Google, on parlerait de Dailymotion aujourd'hui. Ah oui, On c'est vrai. va pas se mentir. Et Absolument. après, pour revenir à l'IA, Gemini, justement, les derniers modèles sont capables d'aller lire dans les vidéos. En fait, tu n'as plus Ah besoin ouais de te taper tes 200 vidéos de cartes. Ah ouais. Ouais, tu peux. Tu veux Donc acheter tu demandes une- quoi? Tu demandes je veux la vidéo où le gars trouve cette carte-là et il va aller me trouver ça par exemple il va la chercher. Alors Ça, après, alors. je sais pas où ils en sont exactement, mais en tout cas, les derniers modèles sont capables de le faire. Par contre, j'ai essayé dernièrement de doubler des vidéos d'Américains et là, ça marche pas trop bien. Pour l'instant, le doublage, c'est encore Le la dernière doublage, ils sont- frontière, je pense. Ah. Doublage en français sur certaines vidéos, c'est assez Ah bah, catastrophique. c'est marrant parce que VLC, ils ont annoncé récemment qu'ils intégraient cette fonction et moi, la démo que j'ai vue était plutôt Ça marchait bluffante. hein. plutôt pas mal. Ouais. Faut qu'ils utilisent des outils européens, Voilà, DeepL, Mistral, l'allemand, ou Mistral, ou Ibiki, dont on parlait tout à l'heure, l'outil de traduction instantanée qui est vraiment pas mal non plus. On va rester dans l'univers Google très rapidement. Google I.O., de quoi il nous parle Google I.O., c'est au mois de mai. Là. La grand-messe de Google, tous les ans, en fait, où il y a toutes les annonces, ça va du téléphone au système d'exploitation en passant par l'IA, et ben, aura lieu le 20 et le 21 mai. Alors, petite nouveauté, on attendait, d'habitude, c'était la période dans laquelle étaient lancés les Pixel A. Là, cette année, ils vont sortir. Allez, on va pas faire de spoil, mais je pense qu'au mois de mars, dans quelques semaines, il y a le Pixel 9a qui sera là. Donc voilà, donc là, ils vont cette année, à faute de Pixel A, ils vont s'attarder notamment énormément sur l'IA, Android 16 et la réalité étendue, en fait, la réalité mixte. Donc ça, c'est Android XR, c'est un système d'exploitation qui va être embarqué dans tous les casques de réalité virtuelle. Et tous les devices un peu voilà, de réalité mixte. Ok, ça c'est ce à quoi on Donc, peut s'attendre. Beaucoup d'IA, de toute façon. Bien sûr, voilà. donner des nouvelles des projets Astra, ou Voilà, bon. mettre à jour tout ça, peut-être aussi annoncer des disponibilités sur certains logiciels. Parce qu'ils Astra, ont- c'était Le projet quoi Astra, déjà c'est un projet qui permet de filmer et en fait d'avoir une IA qui commente ton qui environnement. comprend le réel en Ouais. fait. Ah C'est vraiment oui. le truc ultime où Ouais. tu regardes autour de toi, c'est capable d'interpréter ce qui se passe, tu lui dis bah, qu'est-ce que c'est que ça, mais il va comprendre tout de suite de quoi tu parles parce qu'il le voit.
Ah oui, c'est ça. Ah oui, je me souviens, c'est la computer démo qu'ils vision, avaient fait. appliqué vraiment Ou à la genre tu réalité. filmais, je voyais le gars qui filmait sa machine à laver Ouais. et l'IA lui disait alors c'est ce programme-là qu'il faut que tu fasses, C'est tourne ça. le bouton à droite parce que tu veux laver tel type de vêtements. Ouais. Typiquement, Alors moi celui qui m'avait beaucoup impressionné, je pense qu'ils en diront plus aussi, c'était le projet Mariner. Vous voyez ce que c'est? C'est leur IA agentique, donc leur IA qui est capable de réaliser des choses pour toi dans le monde réel. Tu peux lui demander, je sais pas, fais-moi des courses avec un budget de 100 € pour une famille de 4 personnes pendant 2 semaines, et c'est l'IA qui va aller sur le site des courses, cocher les aliments, te remplir le panier, etc. Ça, moi, j'attends pas mal de ce genre de ça choses. va arriver. Au sommet de l'IA, Sundar Pichai a beaucoup insisté sur ces projets-là en disant que les agents IA arrivaient, que Google était vraiment en pointe dans ce domaine-là. Qui d'autre qu'eux peut le faire alors qu'ils ont quand même le monopole sur les moteurs de recherche? Pourquoi ils ne l'auraient pas aussi sur les agents IA? Ouais, c'est vrai. Bon, on va voir, on a encore un petit peu le temps de voir tout ça voilà, venir. il y aura des modèles de Gemini aussi un peu dopés. Là. Ils disent que globalement, qu'ils seront capables d'aller chercher dans du contenu, mais plus du contenu de trois infos. Carrément, aller scanner votre téléphone pour vous ressortir plein d'informations. En fait, ils seront plus limités en jetons en termes de recherche. Ça va être un truc assez mastoc. En tout cas, c'est souvent, c'est un super événement à chaque fois. La Google I.O., il y a toujours des démonstrations assez spectaculaires. Voilà, c'est des démonstrations. Par contre, après, c'est vrai que Projet Astra, on l'a vu l'année dernière, t'attends toujours un petit peu. Alors, c'est vrai qu'avec Android XR, on se dit que ça va être dans Android XR, parce que ça va être un casque, effectivement, que... Ce serait logique. Voilà, ce serait logique qu'il soit intégré soit dans des lunettes connectées, soit dans un casque. Voilà, mais je pense que oui, effectivement, c'est l'endroit. C'est assez bluffant. Alors, effectivement, c'est des confs qui sont très longues, mais quand on ressort des résumés, c'est vrai qu'il faut toujours regarder les démos techniques, parce que ça préfigure vraiment la tech dans 2 ans, 3 ans, quoi. On va juste terminer, il nous reste à peine 2 minutes, mais parce qu'aujourd'hui c'est le 14 février, c'est la Saint-Valentin. Je voulais qu'on parle rapidement site de rencontre, parce que là aussi il y a vraiment des révolutions technologiques sur les applis de rencontre, avec évidemment l'intelligence artificielle. Là c'est Tinder qui a annoncé vouloir remplacer son swipe par de l'intelligence artificielle, par une sorte d'entremetteuse virtuelle qui pourrait analyser les profils, te donner des conseils, peut-être y compris des conseils de drague en temps réel. Il y a eu d'autres applis qui ont dit on va mettre en place ce truc-là. Moi, je trouve ça fou. En gros, tu es en train de discuter avec une fille et tu as une IA qui va venir te conseiller en temps réel en disant ah, mais là, peut-être ta phrase d'accroche, tu devrais faire un petit peu mieux. C'est Cyrano de Bergerac, tu sais. C'est exactement ça. On te murmure à l'oreille et on va transformer n'importe qui en Casanova potentiel. Même limite, on va se demander est-ce que tu vas encore ouvrir ces applications? Parce qu'en fait, tout va se gérer automatiquement. Tu vas recevoir une notification, c'est bon, tu as ton rendez-vous demain. Pointé en fait au rendez-vous. N'oublie pas ta carte bleue. Rase-toi avant. Parce que tu sais pas si de l'autre côté, la fille, c'est pas une IA qui te répond aussi, quoi. Peut-être aussi. C'est ton IA qui parle à l'autre IA, et puis il y a un rendez-vous in real life, et à ce moment-là, quand même, tu te rends compte de la réalité, quoi. Oui. Bon, il faut faire attention aussi s'il n'y aura pas potentiellement des usages malicieux du type deepfake, manipulation. Forcément, l'outil est toujours bon, mais l'usage qu'on en fait, ça peut vite dégénérer. C'est quand même des pros, toutes ces applications. Ouais, comme des ils pros l'ont bien intégré. Algorithmes. Quand même. À la base, ils sont très forts en algorithmes. Là, un petit coup d'IA, effectivement, si tu connais les utilisateurs. Bien sûr. Tu connais, voilà, je pense qu'ils font du machine learning aussi, comme pas possible. Dès que vous swipez, dites-vous bien que vous êtes enregistré. Donc, pareil, donc, Tinder, voilà. Ils ont toute l'antériorité, ils ont pu alimenter des modèles. Je leur fais confiance pour ça. Voilà. Je reviens juste sur un truc. Google, hier, ils ont annoncé qu'ils allaient pouvoir établir l'âge des utilisateurs grâce au machine learning. En fait, ils vont donc là, on peut imaginer ça sur ce genre d'appli. C'est qu'ils apprennent, ils connaissent vos goûts. Ils vont dire bah ouais, mais la petite blonde la dernière fois il a dit non, bah voilà, hop là, par contre on va lui mettre la petite brune, elle a l'air très bien. On va s'arrêter là. Sur la brune. Ouais. Bon, méfiez-vous si vous croisez Brad Pitt sur Tinder. A priori, c'est pas le vrai. Surtout si vous demande 800 000 €, faites gaffe quand même. Il s'appelle Bruter Love. On sait jamais. Bon, bah c'était parfait. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Damien Licata du Parisien. Merci Nico Guyot de Clubic. Merci Anthony. On se retrouve très vite. Et puis restez avec nous. Deuxième partie de quoi je me mêle dans quelques instants. On sera avec notre ami responsable du labo Fnac, Lionel Costa, pour parler enceinte et gros son. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co.